conférence du cycle Misogynie, égalité femmes-hommes, qui est dirigé donc par la fédération Espace Frontières Métissage, une fédération de recherche de l'université, qui a pour directrice Nadia Mekouar Herzberg, ici présente, et ce cycle de conférences, donc je vous rappelle, rentre dans le cadre d'un programme de recherche sur la misogynie que nous dirigeons, Nadia et moi-même. Et dans ce cadre-là, donc, nous en sommes à la 4e conférence. Et sur la question donc, du travail des femmes, c'est une question qui a commencé à émerger à la fin du 19e siècle, lorsque les femmes sont entrées massivement dans le salariat. À la veille de la guerre de 1914, elles sont quand même 35% dans l'industrie, ce qui est considérable. Mais à cette époque encore, pour travailler, il leur faut l'autorisation du mari. Ce n'est pas encore acquis. C'est formel, mais enfin, quand même, il faut cette autorisation-là. Et ce n'est qu'en 1907 qu'elles ont eu le droit de maîtriser, enfin de dépenser leur salaire comme il leur convenait, c'est-à-dire qu'elles avaient la maîtrise de leur salaire et ne devaient pas le verser donc, aux hommes. Donc c'était une période extrêmement dure pour le combat pour l'égalité. Et dès le début, donc, dès ce premier mouvement, dès les débuts du mouvement de lutte des femmes, la question du travail a été au premier plan, directement. Et les obstacles étaient particulièrement nombreux, bien entendu. Même les syndicats eux-mêmes n'étaient pas très chauds. Vous savez que le slogan, c'était « l'homme à l'atelier, la femme au foyer », donc pas très encourageant. Alors ensuite, il y a eu une histoire que je ne retracerai pas, ça serait quand même bien trop long. Mais aujourd'hui encore, on peut dire que la question de l'égalité professionnelle est primordiale. Alors je voudrais simplement rappeler que le budget de 2015, dans le budget de l'État, il y a 30 missions. L'une de ces missions concerne l'égalité femmes-hommes. Alors pas la mission elle-même, la mission s'appelle Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Et elle dépend du ministère des Affaires sociales, Santé et Droits des femmes, hein, comme vous le savez. Et dans cette mission, donc dans cette 30e mission, enfin dans une de ces 30 missions, il y a plusieurs programmes. Et l'un d'eux nous intéresse directement, c'est le programme 137 qui s'intitule « Égalité entre les femmes et les hommes ». Alors chaque année, il y a des objectifs qui sont définis. Et par exemple, en 2015, il y avait 2 objectifs. L'un, c'était les violences faites aux femmes. Et le premier objectif, c'était précisément contribuer au développement de l'égalité professionnelle et de la négociation collective. Donc on peut dire que c'est toujours à l'ordre du jour, un siècle après, que l'égalité femmes-hommes dans le travail. C'est pour nous en parler que nous avons invité Elisabeth Fierro-Vallée, qui vient de Nantes, qui est ingénieure développement dans le groupe AFNOR. Alors, le groupe, je ne sais pas si on peut dire le groupe, hein. Oui, c'est le groupe AFNOR. AFNOR, c'est la normalisation en France est réglementée par l'AFNOR, c'est-à-dire l'Association française de normalisation, hein, et qui est l'organisation qui édite les normes NF, hein, pas FN, NF, qui sont Alors, Elisabeth Fierro-Vallée est ingénieure donc développement dans ce groupe. Elle réalise des interventions, des préparations, enfin des formations, des évaluations dans les entreprises, hein, à la demande du groupe et dans les administrations. Elle est également l'auteur d'un ouvrage paru en 2009 qui porte le titre de cette conférence, ou à peu près, hein, Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comprendre et agir. Voilà, je vais laisser la parole, mais juste avant, je vais quand même vous signaler qu'il y a un petit livret qui nous a été distribué par la délégation départementale aux droits des femmes, qui est représentée ici par Virginie Foucault-Picard, et qui, je le dis en passant parce que c'est important, a financé
la venue d'Elisabeth Fierro-Vallée. Ce petit livret, Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, rappelle les chiffres clés dans ce domaine-là. C'est l'édition 2015. Vous en avez donc une vingtaine à votre disposition que vous pourrez donc prendre plutôt, et emporter chez vous à la sortie. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Elisabeth. Merci Maurice. Donc en fait, en plus d'avoir cette expertise sur l'égalité professionnelle, je passe en fait mon temps dans les entreprises, à la fois pour faire des audits en environnement, à la fois pour faire des audits qualité et en responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, simplement comment une entreprise se pose les questions de ses impacts sur les 3 piliers du développement durable qui sont l'économie, le social et l'environnement. Alors c'est vrai que moi j'ai une entrée plus sur le pôle social. Donc ce soir, donc je vous remercie déjà pour votre présence. Ce soir, je vais vous exposer un peu une partie de ce que j'avais étudié quand j'ai fait mon ouvrage en 2009 et qui s'est enrichi au fur et à mesure parce que c'est un sujet qu'on ne maîtrise jamais et qu'il faut toujours creuser pour être audible surtout. Donc au niveau du sommaire, donc déjà redéfinir quelques termes parce que ça paraît étonnant. Néanmoins, quand on coince sur la sémantique, on coince aussi dans le psychologique. Donc il est important de temps en temps de remettre un petit peu les bonnes définitions aux beaux mots. On fera un focus sur l'égalité professionnelle. La conférence de ce soir, c'est diversité et égalité. Moi, j'aime aborder la diversité sous l'angle du sexe, étant donné que on représente, femmes et hommes, 50% de la population. Donc nous ne sommes pas une minorité visible. Je pense que ça a échappé à personne. Les labels, une démarche systémique pour agir. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Ce n'est pas pour vous le vendre ou que vos associations ou autres organisations dans lesquelles vous êtes soient labellisées. C'est simplement pour vous expliquer le cheminement qui a été celui des experts qui ont conçu ce label, porté par l'État, il ne faut quand même pas l'oublier, et qui permettent de mettre en route une vraie démarche qui ne s'arrête pas simplement, même si c'est bien, à la mise en place de crèches ou de conciergeries dans une entreprise pour décréter l'égalité. Ensuite, la conclusion, les échanges, et je vous propose tout au long de cette soirée de poser vos questions au fil de l'eau. Ça ne me pose absolument aucun problème d'être interrompu. Et le micro qui est là. Et pour celles et ceux qui seraient plus réservés dans la prise de parole en public, de m'envoyer un SMS à ce numéro que je regarderai aussi sur la fin pour répondre à vos questions. Voilà, donc vraiment la prise de parole est libre, vous utilisez le moyen qui vous va le mieux. Donc déjà, de quoi parle-t-on? Alors, on entend parler de mixité, d'égalité, de parité, de diversité. Et souvent, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? La mixité, tout simplement, c'est introduire une représentation d'environ 35% dans une population. À 35%, c'est significatif. Si on faisait le total de cette assemblée, je ne suis pas sûre que nous serions à 35% d'hommes. Donc, on ne peut pas dire que nous soyons une population mixte ce soir. L'idée, c'est d'avoir suffisamment d'individus qui soient présents pour pouvoir être à l'aise pour prendre la parole, prendre des décisions, interférer dans des décisions. L'égalité, elle a une définition très claire du Conseil de l'Europe que je vous laisse découvrir. Et ça recouvre vraiment ce qu'on entend par égalité. Voilà. Ensuite, au niveau de la parité, on tombe dans le numéraire. C'est 50-50. Donc ça s'adressait autrefois qu'aux instances politiques. Et maintenant, par extension, ça se trouve dans toutes les instances de pouvoir. Voilà. Alors la diversité. Qu'est-ce que la diversité? En fait, il n'y a pas de définition à la diversité. C'est un concept qui vient des États-Unis. La charte de la diversité explique que la gestion de la diversité est une approche centrée sur l'individu, etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas une vraie définition. Et surtout, autant l'égalité est encadrée par le droit, bel outil, autant la diversité ne l'est pas. Les discriminations, oui. Voilà. Alors ça, c'est important à l'avoir. C'est une gymnastique intellectuelle pour pouvoir répondre calmement quand on a en face de soi des gens, quelquefois de mauvaise foi. Petite équation mathématique à partir de la sémantique. Pouvons-nous être différents et égaux? Souvent, on nous dit on peut pas, les hommes et les femmes ne peuvent pas être égaux parce que les femmes sont moins fortes. D'accord, ok. Les femmes ne peuvent pas accéder à des postes à responsabilité parce qu'elles sont trop sensibles et puis il faut qu'elles s'occupent des enfants. D'accord, ok. Mais si on reprend purement la signification des mots,
Quel est l'opposé de différent? Notre langue française est suffisamment riche pour trouver des synonymes. Là, j'en ai mis un, identique, mais on a semblable, etc. Quel est l'opposé d'égal? Le premier qui vient en tête. Pardon? Allez-y, hein? Bien. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Positionnez-vous avec une voix haute et claire. Là, le SMS n'a pas marché, j'aurais pas le temps de le regarder. Inégal, effectivement. Donc, quand on regarde ces mots-là, on ne comprend pas pourquoi on peut être différent et inégal. Les individus peuvent donc être différents mais égaux. Quand on se situe sur le sexe, on réfléchit. Ouais, mais bon, quand même. Quand on se situe sur la couleur de peau, tout de suite on dit ouais, ok, il n'y a pas de souci. Intéressant. Pourtant, ce sont les mêmes mécanismes qui sont liés aux stéréotypes. Alors, stéréotype, à la base, c'est ce que vous voyez en photo. C'est une petite pièce, en fait, rigide, avec des motifs en relief, qui sert à répéter toujours la même chose. Et finalement, les stéréotypes que l'on véhicule, tous, de par notre histoire, de par la pression sociale, de par les images qu'on nous envoie, les livres d'école, Petit ours brun. Petit ours brun a fait un effort cette année. Il y a un garçon qui est assistant maternel. Bravo. Par contre, avant, quand vous lisiez Petit ours brun aux enfants, c'est où était papa ours, où était maman ours. Papa ours dans son fauteuil en train de lire le journal. Avant, il avait la pipe. Après, la loi contre le tabac, il ne l'avait plus. Bon, ok, progression. Par contre, maman était dans la cuisine avec son tablier. J'ai fait une étude, justement, j'ai fait une formation sur les stéréotypes et j'avais repris tout ce qu'il y avait dans les livres d'école. C'est édifiant comment on conditionne déjà. Alors, on parle de l'école, mais ça commence des bébés. Hein. Comment on conditionne? En fait, nous sommes conditionnés, ce qui nous crée des stéréotypes et que de surcroît s'auto-entretiennent. Alors, je ne développerai pas plus là-dessus, parce que ça prend une journée hein, en termes de formation. Et finalement, le résultat de cela qu'il faut retenir, c'est qu'on ne croit pas ce que l'on voit, on voit ce que l'on croit. C'est valable pour le sexe, c'est valable pour la couleur de peau, c'est valable pour le handicap, c'est valable pour tous les critères de la loi de lutte contre les discriminations. Alors, comment est-ce qu'on passe justement du stéréotype à la discrimination? On a les stéréotypes, idées préconçues, véhiculées de façon assez générale dans une société. On a le droit de penser ce qu'on veut. Après, on en ressort nos préjugés. On a nos propres jugements, nos propres opinions. On est dans une république, encore jusqu'à présent, donc on a le droit de penser comme on veut. Là où on discrimine, c'est quand ça intervient, quand nos modes de pensée interviennent dans nos comportements. Exemple, on ne va pas envoyer en formation un senior parce que le coût de sa formation ne sera pas rentabilisé avec le temps qui lui reste à vivre. Sympa. Enfin, vivre dans l'entreprise, je parle. Hein, pas plus. On ne va pas prendre une femme à poste à responsabilité, ça c'est un grand classique, parce qu'elle ne pourra pas s'occuper des enfants. On ne va pas prendre un jeune aussi à un poste à responsabilité, il n'est pas fiable, ce sont des feignants, on le sait bien, génération Y, X, etc., c'est connu. Voilà. On change de trottoir quand on voit aussi un jeune avec une cagoule dans la rue, on ne sait, enfin une capuche, pardon, on ne sait jamais. En fait, tout ça, c'est le fruit de notre conditionnement et des messages qui sont envoyés. D'accord ? Et quand on agit en fonction de cela, on discrimine. En gros, on pense à la place des autres. Et là, à un moment, on devient discriminant dans son comportement. Au niveau des discriminations, je vous ai mis deux définitions. Vous avez la discrimination directe, où là, il y a vraiment une cause. Et ensuite, la discrimination directe, où il y a un effet. Alors, la discrimination directe, je vous ai cité des exemples, c'est assez évident. La discrimination indirecte, elle n'est pas évidente. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand on a dans des conventions collectives les jours pour enfants malades qui ne sont réservés qu'aux mères, c'est discriminant pour les hommes. Ça existe encore, même si ce ne l'est plus, mais ça existe encore. On laisse le temps au temps pour l'évolution, mais ça existe encore dans plusieurs conventions collectives que je ne citerai pas par discrétion. Voilà, ça c'est typiquement une discrimination indirecte. Quand on fait des réunions le soir aussi à 18h, 19h, déjà moi je me demande comment, en ayant bossé vraiment une journée, on arrive encore à être productif à 18h, 19h, mais je dois être un petit peu légère moi au niveau intellect. Donc en fait là aussi c'est discriminant. Quand on fait aussi des formations pour accéder à des postes de manager le mercredi, on est discriminant. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont des discriminations indirectes et on n'a pas forcément conscience. Là, je vous ai mis la liste, donc maintenant, des 21 critères de la loi de lutte contre les discriminations. Le dernier arrivé est la précarité sociale. Alors, je vois qu'il y en a qui prennent des notes.
cette présentation, si vous la souhaitez, moi ça ne me pose aucun problème de vous l'envoyer, vous venez me voir à la fin, puis je vous l'enverrai, d'accord ? Donc en fait voilà, alors le mot race existe encore, normalement il aurait dû disparaître, parce qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, mais bon, voilà. Donc en fait voilà les 21 critères de discrimination. Et en fait, pourquoi j'aborde aussi ce soir la diversité et l'égalité ? C'est que déjà, le fait d'être une femme, c'est déjà double peine. Si en plus on est femme, noire, de plus de 50 ans et en situation de handicap, ça va être compliqué pour trouver un job. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas discriminés. Attention, hein. Dans les deux cas, ce soir, c'est le message que je vais vous faire passer, femmes et hommes ont tout à gagner à aller vers l'égalité. Parce que les hommes qui sont obligés de rester aux réunions à 18h, 19h, ils ne sont pas en train de voir leurs enfants et leurs femmes à la maison. Leurs femmes ou leurs hommes, soyons ouverts. L'homosexualité est également un critère. Faisons un petit focus sur l'égalité professionnelle. Alors on va poser le contexte, déjà ça va calmer. Pourquoi je fais un focus sur l'égalité professionnelle ? Je suis tombée sur le rapport du Forum économique mondial qui date de 2015, donc l'année dernière, et qui donne un petit peu le classement. On dit en France, pays des droits de l'homme. Ah, vous savez que la France s'est battue quand même devant l'ONU pour que human soit traduit par homme. Même avec un grand H, on se sent un peu exclu quand on est une femme. Mais bon. Et là, on voit que ce classement porte sur le domaine de l'éducation, l'accès à l'éducation, la santé, la politique et l'économie. Donc j'ai fait un focus sur l'économie. Hein. Excusez-moi, c'est un peu mon sujet de prédilection. L'économie, ça, dedans, en termes de critères, il y avait tout ce qui est mixité des métiers, tout ce qui est accès à des postes à responsabilité, égalité salariale et développement du temps partiel aussi pour les hommes. Et pourquoi ils ne bosseraient pas à temps partiel ? Au niveau général, on est 15e, parce qu'on est super bon en termes d'accès à la santé. Voilà. Ensuite, quand on passe à l'économie, on est au 56e rang. Vous voyez derrière qui on est, hein, d'accord ? Ces pays pour lesquels, quelquefois, on a un petit regard un peu paternaliste, colonialiste, mais bon. Et on est 132e. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, 132e sur 145 pays, j'étais assez scotché. Et effectivement, moi, ça fait quand même 15 ans que je bosse sur le sujet. Il y a quelques petites évolutions, mais on ne lâche rien. Quelques résultats en chiffres encore. Au niveau des écarts de salaire, que ce soit la police ou les manifestants, on a toujours un écart significatif, y compris FPE, fonction publique d'État, FPT, fonction publique territoriale. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a également des inégalités dans la fonction publique. Au niveau des temps partiels, c'est quand même un mode d'organisation du travail extrêmement collé aux femmes. Et puis, au niveau des emplois, la place des femmes dans les emplois en général, que ce soit en public ou en privé, et leur place au niveau de l'encadrement, comme dit Brigitte Grésy, l'invisibilité des femmes, plus on monte dans les strates de l'entreprise, on y est. Par contre, on peut remarquer que suite à la loi Copé-Zimmermann, il y a eu quand même une très nette progression dans les conseils d'administration. Je le mets parce que c'est quand même un petit progrès. On passe, en 2008, on était à 5,8% et on est quand même à 32,4% cette année. Je crois que même on est un petit peu au-dessus maintenant, on doit être un peu au-dessus de 33%. Comme quoi, les lois ne font pas tout, mais elles contribuent à faire évoluer les choses. Alors les lois ne font pas tout non plus, hein, on va y revenir, d'accord ? Alors ça, c'est le monde professionnel, mais ces inégalités tout au long de la vie se répercutent au niveau des retraites. Voilà. Même si maintenant on a de plus en plus de femmes cadres qui vont arriver en retraite, néanmoins il y a une prise de conscience quand il y a eu la loi sur les retraites qu'il y avait un vrai souci et qu'on était en train de fabriquer maintenant les précaires de demain. Et je vous laisse apprécier le temps moyen journalier qui, en 10 ans, a été réduit de 20 minutes pour les femmes parce qu'en fait, elles sous-traitent à d'autres femmes les tâches domestiques. Néanmoins, c'est quand même elles qui gèrent ça. Hein. La TPE familiale est quand même encore majoritairement gérée par les femmes. Mais nous sommes aussi fautives. Attention, je ne crie pas haro sur le baudet pour les hommes. On a du mal à accepter que le nettoyage de la maison soit fait différemment, que les enfants ne soient pas habillés comme on l'aurait souhaité, et que finalement, quand on voit la mauvaise foi, qui est peut-être quelquefois latente, il faut le reconnaître chez nos conjoints ou conjointes, on a tendance à laisser. Moi, par exemple, à la maison, j'ai appris à étendre le linge à mes enfants. J'ai un garçon et une fille. Mon fils renaclait. Et donc, étendait mal le linge, se disant, je vais mal le faire, comme ça. Donc, je lui ai fait des cours de rattrapage pour étendre le linge. Voilà. Et il se porte très, très bien, je vous rassure. Au niveau des causes de ce que l'on peut constater, alors il y en a plusieurs, j'en ai mis 3 majoritaires. D'abord, l'histoire des droits des femmes. C'est assez récent, ça a moins de 100 ans.
Passage d'ayant droit à individu à part entière, ça date de 1965. Je vous rappelle que la France est une vraie république depuis 1944, avec le droit de vote des femmes, il a fallu 2 guerres quand même, hein, qui a été exercé pour la première fois en 1945. Maurice parlait tout à l'heure des syndicats qui n'étaient vraiment pas pro l'égalité entre les femmes et les hommes. Le salaire féminin a quand même duré jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, salaire féminin qui, dans la loi, était inférieur au salaire masculin, parce que c'était l'argent de poche. Pour les robes, les parfums, tout ça, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même pas anodin. Et la première loi sur l'égalité professionnelle, elle date de quand? Savez-vous? Sauf ceux, évidemment, qui sont érudits sur le sujet. Oh, vous êtes très optimiste. 72. 72, avec la première loi de lutte contre la discrimination et d'égalité. Et en fait, 65. Et y compris elle pouvait avoir un chéquier aussi en 65. C'est bien, hein? Ça me fait un coup de vieux quand j'entends ça. Je suis née juste l'année d'après. Bref, donc c'est quand même assez récent. On est bien d'accord. Donc c'est quand même pas anodin. Et au niveau de l'égalité professionnelle, on en est quand même rendu à une dizaine de lois. Là, on est sur l'égalité réelle. C'était quoi avant? Bon, je taquine, hein. Une des autres causes, c'est l'invisibilité des femmes dans les chiffres et les lettres. Essayez de trouver, alors peut-être qu'ici à Pau, vous êtes en avance, essayez de trouver par exemple les résultats d'examen, de bac ou autres, de façon sexuée sur l'académie. Essayez de trouver le nombre de travailleurs pauvres de façon sexuée dans votre région. Essayez de trouver différents indicateurs en termes de handicap ou de précarité ou autre. On dit oui, il y a beaucoup de personnes précaires. Ben oui, 80% sont des femmes, hein, donc sinon tout va bien. Mais ça ne se voit pas. Et c'est extrêmement important de sexuer toutes les données. Moi, je racontais à Maurice aussi tout à l'heure que quand je vois des gens qui travaillent sur la diversité, donc quand on est sur le sexe, on a des femmes et des hommes. Et quand on parle des juniors, des seniors, du handicap, des syndicalistes, donc bref, tout ce qu'on peut mesurer, ce qu'on ne peut pas tout mesurer, et là, on a des hybrides. Et pourtant, il y a des vraies pistes de progrès à avoir quand on différencie tout ça. Alors, ça dépend comment ça lui est demandé. Elle s'arrête à un certain niveau. Oui, vous avez raison, mais elle s'arrête à un certain niveau. Et même l'INSEE, je suis allée sur leur site. Alors, je ne suis pas allée depuis 5 ans, je reconnais, j'ai peut-être du retard. Mais au niveau de la famille, au début, l'INSEE parlait des parents, et après, par rapport au stade qu'elle donnait, elle parlait des mères. Alors, ce qui est extrêmement excluant pour les papas. Et alors, c'est pour rebondir sur autre chose. Mais vous savez, nos grandes entités régaliennes ne sont pas forcément en conformité avec certaines lois qui demandent à avoir une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Et l'égalité, on ne peut voir si elle est là qu'avec des données sexuées. Et vous irez voir sur l'INSEE. Si vous en avez dans votre région, je suis preneuse, ça va être un exemple. Oui, au niveau national. Au niveau national. Si vous trouvez, je prends. Je vous laisse ma carte à la fin de la séance. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les lettres aussi. Quand on voit tout écrit au masculin et qu'on est une petite fille, on fait comment pour se projeter dans la vie? Alors on peut trouver que c'est peut-être du gadget, mais ça fait partie, ce sujet-là est beaucoup dans la symbolique. Et ça en fait partie aussi. Et puis, il y a 2 métastéréotypes qui ont été identifiés par une étude européenne. Le premier, c'est « les femmes ne sont pas faites pour le pouvoir ». Et le deuxième, c'est « il y a des métiers destinés aux hommes et d'autres aux femmes ». Alors, j'ai certaines antennes, évidemment, autour de moi, qui me ramènent des petits prospectus, comme par exemple de la médecine du travail, à laquelle nous sommes soumises de temps en temps. Et ils m'ont ramené différents dépliants sur les métiers pour notamment lutter contre les troubles musculo-squelettiques, avoir les bonnes postures de travail, etc. Donc, j'ai eu femme de ménage, j'ai eu mécanicien, donc là, femme de ménage, le mot lui-même le dit, mécanicien, c'est pareil, on avait un homme avec un nom au masculin, et on avait coiffeur. Alors, le nom était au masculin, néanmoins, la photo était uniquement sur les ustensiles. Là, on sent qu'il y a eu une hésitation. Le NICEP a fait un énorme travail, justement, là-dessus, pour rendre accessible les différents métiers aux femmes comme aux hommes. On va y revenir.
Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça, de la visibilité des femmes dans les lettres? En fait, tout simplement pour permettre une compréhension des textes. Même Le Monde, un jour, s'est pris les pieds dans le tapis en citant les pauvres mésaventures de la lieutenant-colonel Péchéry. Donc au début, tout était au féminin. Et après, il y a beaucoup d'intervenants dans cette histoire de bataille ou autre. Et à la fin, c'est revenu au masculin. Et donc, on ne comprenait plus rien. Il y a une autre histoire qui est très intéressante. Il y a un homme et son fils qui sont sur la route. Ils ont un accident. Le père meurt, le fils est transporté aux urgences, il doit être opéré, il rentre aux salles d'opération et le chirurgien arrive et dit « Je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils. » Pourquoi? Ouais, c'était une chirurgienne. Alors, amené comme ça, on le trouve. Amusez-vous à faire la blague. Parce que quand vous ne l'amenez pas, vous avez, comme c'est une histoire belge et qu'ils ont eu le droit les homosexuels ont eu le droit d'adopter avant nous, donc c'était en fait le conjoint, donc c'était le conjoint du père, donc un homme. C'était l'amant de la femme, et en fait c'était leur fils. Donc j'ai eu tout, sauf l'évidence quelquefois. C'est extrêmement amusant, vous verrez. Donc ça permet de rendre visibles les femmes. Et là, on n'est pas en train de réécrire la grammaire et la syntaxe française. Tout existe. Les règles de grammaire sont en place. On peut alterner le féminin et le masculin. Les auditeurs, les auditrices, d'accord, les collaborateurs, les collaboratrices. Ça pose aucun problème. Certains disent ouais, c'est lourd. L'université de Fribourg a fait un test auprès de ses étudiants en disant et en mesurant le temps qu'ils mettaient. Première occurrence, première lecture, ouais, ça accroche parce qu'on n'est pas habitué à le faire. La deuxième lecture, ça pose aucun souci. Et on peut alterner avec les termes génériques. Le personnel, les ressources humaines, la population. Et là, on s'amuse, on a vraiment une langue extrêmement riche, c'est un vrai bonheur. Et puis on a les tournures neutres, très importantes les tournures neutres, dans les offres de stage, les offres d'emploi. Parce qu'on cherche des directeurs régionaux, mais des assistantes commerciales. C'est amusant. Et en fait, c'est Benoît de Groux qui disait que finalement, le genre grammatical féminin et l'utilisation du genre grammatical féminin est inversement proportionnelle au grade occupé. Et il y a des outils, parce qu'il y a des outils, des choses qui existent. Alors maintenant, on peut avoir une boîte à outils et ne pas bricoler. Ça, c'est une chose, mais ça existe quand même. Et je vous invite à télécharger ce guide pratique qui a été fait par le Haut Conseil à l'égalité, qui est extrêmement pragmatique et surtout court. Vous n'avez pas 200 pages à lire, je vous rassure. Vous avez 10 fiches qui expliquent comment, dans une communication publique que l'on peut avoir dans son association, dans sa façon de parler, et on peut les mettre très très facilement en pratique. Alors c'est un peu petit, je suis navrée pour les personnes qui, comme moi, portent des lunettes ou qui ont une vue un peu défaillante, mais en fait, c'est extrêmement pragmatique et je vous invite vraiment à aller le voir. Alors moi, je suis ingénieure. Donc évidemment, vous aurez compris, vu mon discours, que je mets un E à ingénieur et je ne viole pas du tout la langue française. Tout existe. J'avais le choix. Je pouvais faire comme nos amis québécois ou comme nos amis belges. Évidemment, avec mon souci de provocation, j'ai choisi les Québécois. Voilà. Et les règles existent. Et ça, sur le site de l'analyse et traitement informatique de la langue française, fait quand même avec le CNRS et l'Université de Lorraine, donc c'est pas non plus le premier cabinet venu, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de passer sur un nom de métier du masculin au féminin ou du féminin au masculin. Autre réalité à prendre en compte, ça c'est la pyramide organisationnelle du Bureau international du travail qui explique ces notions de plafond de verre, parois de verre, joli nom très poétique pour décrire des réalités qui le sont moins. Prenons femmes et hommes diplômés, même niveau, sortent de l'école, tout va bien. Ils arrivent sur le marché du travail. Okay. Le début de carrière est en général le même. Même au début, on peut dire, même s'il y a quand même encore des différences, les salaires étant sur des grilles, machin, les entreprises font un peu gaffe. Mais après, ça se gâte. Je ne parle même pas de maternité à ce niveau-là. Le début, ça se passe pareil. Par contre, après, dans toute organisation, il y a des postes qu'il faut occuper pour arriver au top management. Et là, on ne l'apprend pas dans les écoles. C'est sur le tas. Et là, les femmes, en fait, même si elles arrivent à des postes à responsabilité, elles se retrouvent dans les fonctions support, considérées, je dis bien considérées, c'est pas tout ce que je pense, considérées comme moins porteuses pour l'entreprise, moins productives de valeur, et elles ne vont pas au milieu pour accéder au top management. Donc ça, c'est aussi à la fois des stéréotypes parce qu'elles ne vont pas avoir les épaules pour le faire,
Pour peu qu'elle ait moins de 30 ans, elle va faire un môme. On oublie que tout le monde fait du sport et que l'accident de sport le week-end peut arriver. Autant une maternité, on peut la prévoir, autant la chute, la cheville cassée ou le dos en vrac le dimanche, alors qu'il y a une réunion super importante le lundi matin, plus compliqué. Voilà, donc ça fait partie aussi des choses. On réfléchit à la place des gens. Ah ben non, elle ne va pas pouvoir y aller parce qu'elle ne pourra pas s'occuper de ses enfants. Ce sera incompatible avec son rôle de dirigeante de TPE familiale, comme on dit. Et on a aussi le personnel d'appui. Ce sont les non-cadres. Alors les non-cadres, c'est pareil. On a ce qu'on appelle le stick floor, c'est québécois, le plancher collant. Et là, il y a aussi des freins que se mettent les femmes à ne pas oser y aller, liés aussi au conditionnement, etc. D'accord ? Elles se disent, bah non, si je vais dans des postes à responsabilité, je risque de ne plus être aussi disponible. Le mot qui fâche, disponible. Moi, je suis cadre, je suis souvent à droite à gauche. Je veux dire, dans la TPE, on est une équipe à la maison et on peut s'organiser. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce sont des freins que l'on met. Moi, j'ai travaillé avec des ingénieurs de l'école des mines. Ils avaient un cursus sur l'égalité professionnelle. Et au début, je leur posais la question aux jeunes femmes. Je dis, mais vous êtes en école d'ingénieur. Ça n'a pas posé de soucis dans votre entourage? Et très souvent, ce n'était pas chez les parents que ça posait souci. C'était dans l'entourage, le deuxième cercle. Où là, les questions, c'était oh, tu vas être ingénieur, mais comment tu vas faire pour élever tes enfants? Bah, vous m'êtes ingénieur que femme de ménage, hein, vu le salaire. C'est pareil lors des orientations, quand ma fille était en 3e, et peut-être que vous l'avez vécu, je demandais à ses copines ce qu'elles voulaient faire plus tard. Et j'en ai une qui me dit, je voulais être pédiatre, mais ma mère m'a dit qu'il valait mieux que je sois infirmière pour m'occuper de ma famille. Moi, je lui dis, ma chérie, tu ferais mieux de faire pédiatre si tu en as les moyens. Voilà, est-ce que tu peux te mettre à temps partiel, à la limite, partager un cabinet à deux. Enfin, il y a plein d'astuces pour que ce soit possible. Voilà, donc en fait, ce sont aussi, parce que franchement, infirmière, surtout en ce moment, c'est quand même pas une vie extrêmement facile. Donc tout ça, ça fait partie des représentations que l'on véhicule et qui existent et qui orientent les choix. Alors là, je vais vite aussi, mais je pourrais vous en raconter des bonnes de ce que me disaient les DRH, qui me disaient, ben non, les employés veulent pas passer cadre parce qu'ils perdraient des jours de RTT. D'accord. J'arrête là sur le sujet. Pour aller plus loin, je vous invite à aller tester si vous êtes stéréotypé ou pas dans vos comportements avec une petite application qui est téléchargeable sur smartphone. Ça évolue, hein, mais c'est pas nous qui faisons ça. J'avais travaillé avec ce cabinet, ça a été fait en Normandie. C'est gratuit, donc je vous invite à aller vous tester. Vous pouvez aller aussi voir des petits films extrêmement courts et très pédagogiques, notamment Sandrine Sina, qui avait fait un TEDx à Lausanne, qui parle à la fois du genre et de l'homosexualité, comment ça se construit, parce que finalement on a beaucoup de points communs. Et puis le dernier qui vient de sortir de Marine Spack du Centre Hubertine au Clair sur la mécanique sexiste. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas des grands discours ou autres, c'est super court et assez percutant. Donc, face à tout cela, on n'a pas le choix entre le revolver ou le gaz, on peut agir. Voilà. Donc, en 2004, est sorti le premier label, le label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque Nicole Hamelin, à l'époque, souhaitait vraiment mettre les entreprises en ordre de marche et était plutôt dans le convaincre plutôt que contraindre. Bon, c'est bien, mais ça ne marche pas, il n'y a pas que. Ceci dit, c'était une feuille de route, un fil rouge pour avancer. Et en 2008 est sorti le label diversité. Très rapidement, ce ne sont pas des médailles en chocolat. On fait des évaluations sur site régulières. Donc ces labels sont donnés pour 4 ans. On y va tous les 2 ans. C'est notre boulot, nous, à l'AFNOR, de faire des évaluations, de voir si les gens respectent un cahier des charges. C'est téléchargeable sur Internet si ça vous dit d'aller voir. On va le voir plus en détail. Et en fait, ça a été le fruit, non pas de l'AFNOR dans sa petite tête, mais surtout d'une décision collégiale avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats des salariés et les syndicats des employeurs. Et bien sûr, les pouvoirs publics. J'avance très vite là-dessus. Et en fait, la méthode, elle se décline en 7 étapes. On ne va pas toutes les voir, je vous rassure, parce que autrement, vous allez tous dormir avant la fin de la séance. D'abord, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, faire un diagnostic, savoir ce qui se passe. Et pour ça, il y a la mesure. Alors, on mesure, on fait un diagnostic sur tous les critères de la loi contre les discriminations. Après, on se met en ordre de marche. OK, on a fait une mesure, bon, bah, là, on est bon, là, on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on va mettre en place? La cellule d'écoute, c'est aussi, c'est intéressant, on parle d'écoute, vous faites des enquêtes de satisfaction, quelquefois en tant que client, dans différentes choses. Là, on fait une écoute salariée. En fait, le client est le salarié pour voir s'il n'y a pas des cas de discrimination, etc., sur toutes les parties. Alors, ce qu'on va voir plus en détail, parce que ça sera plus parlant pour vous, c'est ces 4 points, parce que là, on va vraiment rentrer dans le concret. Au niveau de l'état des lieux,
Pour l'égalité professionnelle, qui est extrêmement encadrée par le droit, il y a une obligation de faire, alors on l'appelle différemment sur la taille de l'entreprise, on va faire simple, on va l'appeler le rapport de situation comparée. C'est un état des lieux, c'est une photographie. Voilà. Qui est recruté? Qui va en formation? Qui est promu? Qui bénéficie de dispositions pour articuler ses temps de vie? Tout est mesuré. Et après, on voit s'il y a justement de la discrimination. Les mathématiques, c'est imparable. Il y a 2 armes extrêmement efficaces sur les sujets de la diversité et de l'égalité. Ce sont les mathématiques et le droit. Une fois qu'on a fait justement son diagnostic, on avance. Et en général, quel que soit le résultat, il faut travailler. Donc, notamment la communication interne. Dans les entreprises, souvent, ils se disent « oui, mais si on fait des choses, les salariés vont se méfier ou autre ». Donc l'intérêt, c'est de communiquer en interne. Alors, 2 niveaux, pourquoi? Dire ce qu'on fait. Bah oui, on va s'engager dans une démarche d'égalité, donc voilà, on peut se planter. Soyez indulgents, amenez de nouveaux idées. Et deuxième idée, c'est de communiquer justement en utilisant les différents outils de la langue française pour faire apparaître les femmes et les hommes. Et il y en a qui le font très bien. Il y en a, par exemple, comme la ville de Rennes, qui, dans son journal interne, parle des papas qui se mettent en congé parental, ou des hommes qui vont travailler dans les crèches, ou des femmes qui sont au service technique, au niveau des jardins ou autres. Voilà, c'est un petit peu casser ces stéréotypes que l'on voit régulièrement. La lutte contre les stéréotypes, c'est au sens large. C'est lutter contre « ah oui, on va prendre une personne en situation de handicap, ça va être compliqué et tout ». Parce qu'on imagine la personne en situation de handicap dans un fauteuil roulant. Or, il ne représente que moins de 30% des personnes en situation de handicap. Il y a peut-être dans la salle des gens qui sont en situation de handicap parce qu'il y a beaucoup de handicaps qui ne se voient pas. Exemple, les diabétiques. Ah, il faut qu'ils sortent régulièrement se faire une piqûre d'insuline. Et là, c'est pas d'expliquer aux autres collègues qu'ils ont, le diabète, ça ne les regarde pas, ça relève du secret médical, mais que son état de santé nécessite qu'ils s'absentent. Mais ça, on ne peut pas le savoir comme ça. Il faut être formé, il faut être sensibilisé à cela et il faut communiquer. Les propos ou attitudes sexistes sont extrêmement importants, notamment pour un employeur. C'est l'antichambre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Alors maintenant, a été ajouté dans la loi les agissements sexistes. Ça va pas être facile à déterminer. Le sexisme, c'est redoutable. Ça coûte un fric monstrueux pour être purement sur ce plan mercantile, parce que ça provoque des absences, ça provoque des suicides, donc des décès. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et donc, en faisant des formations, des communications, notamment, il y a un outil qui est extrêmement intéressant, c'est le théâtre de l'opprimé. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens et ils prennent une personne dans la salle qui va jouer une situation peut-être vécue ou vue, pourquoi pas, en tant que femme, en tant que noire, en tant que personne en situation de handicap, une situation qu'elle a vécue qui a été pénible. Et en fait, le reste de la salle doit trouver une solution pour améliorer la situation. Donc ça permet aussi une participation. Il y a plein de choses comme ça. Au niveau de la formation à l'égalité professionnelle et à la diversité, c'est surtout pour les managers qui recrutent, pour les ressources humaines. Voilà. Quand on dit oui, moi je recrute que sur les compétences. Ouais, d'accord. Alors il y a eu le CV anonyme. Mais le CV anonyme, la personne, quand elle vient en face à face, elle n'est plus anonyme. Elle est là. Et là, on la voit vraiment. Et on s'est rendu compte de la limite de l'exercice. Donc, en fait, c'est faire prendre conscience à tous ces gens qui sont extrêmement influents dans les processus des ressources humaines, des stéréotypes qu'ils véhiculent. Ça vous évoque peut-être des souvenirs. Au niveau de la gestion des ressources humaines et la gouvernance, c'est important aussi. Alors, gouvernance, c'est important parce que dans une entreprise, si on veut mettre en place la lutte contre les discriminations et qu'on reste simplement au niveau des ressources humaines, on ira dans le mur. Il faut vraiment que ce soit du plus haut niveau au plus bas, y compris par les managers intermédiaires. C'est souvent là que ça blesse. Au niveau du recrutement, accueil et intégration, et finalement, vous savez, c'est simplement respecter l'humain. Que quand une personne, un jeune ou un senior ou autre fait une candidature, que ça fait déjà 2-3 mois qu'il cherche, qu'il envoie des CV, qu'il n'a pas de réponse, bah lui dire simplement un courrier, non, on ne vous prend pas. Il n'y a rien de pire que le silence en termes de mépris pour l'humain. Il y a, une fois qu'on recrute la personne, de faire un parcours d'intégration, mais quelque chose où, voilà, on voit le service RH pour prendre la carte de cantine et éventuellement celle du parking, mais il y a également de visiter les services, de prendre possession, de s'acculturer à l'entreprise. Et finalement, les entreprises sont gagnantes, tout le monde est gagnant.
Le nouvel entrant, parce qu'il se met beaucoup plus vite dans son costume de salarié pour le poste pour lequel il a été recruté, et à la fois l'entreprise, puisque au lieu de perdre du temps avec une personne qui est en train de errer hagard dans les couloirs, il y a une prise de fonction plus rapide, donc une montée en puissance plus rapide en termes de performance. Au niveau de la gestion des carrières, on passe par tous les points que vous avez. Je ne peux pas tous vous les détailler, mais il y a quand même des choses extrêmement intéressantes. Alors l'égalité de rémunération, c'est pas parce qu'on remet tous les salaires à niveau qu'il ne va pas se reproduire d'inégalité. L'égalité de rémunération, c'est la face visible de l'iceberg. Finalement, quand on arrive à des écarts, c'est parce que tous les autres points qui sont avant, tout le parcours salarié a été finalement empreint de discrimination, que ce soit à l'embauche, que ce soit dans l'accès à la formation. Qui va en formation ? Qui est promu? S'il n'y a pas une mesure de tout cela, on arrive à des différences de salaire, tout comme le temps partiel aussi. Quand on dit à un homme « Oh là là, mon pauvre, mais si tu te mets à temps partiel, ta carrière est morte », plus d'un tiers des femmes sont à temps partiel, on comprend le résultat. Je m'attarderai juste sur horaire, méthode et organisation du travail. Ça, c'est extrêmement important. On a des entreprises qui ont une vraie conscience et qui font des chartes du temps. Et là, c'est des règles. Alors, ce sont des notes de service, ce sont des choses comme ça. Et ce ne sont pas des 20 mots. Moi, je l'ai vu, des choses vraiment très intéressantes où il n'y avait pas de réunion avant 9h et après 17h, sauf à moins d'avoir un délai de prévenance. Ce qui, en termes d'organisation personnelle, qu'on soit femme, homme, est quand même extrêmement important, notamment quand on parle de santé, qualité de vie au travail, qui est un sujet qui vient aussi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a également Deloitte, par exemple, qui avait proposé à ces cadres d'un certain niveau de faire un parcours de vie. Donc les parcours de vie, c'était selon leur disponibilité, parce qu'il y a les enfants, mais la durée de vie augmentant, il y a aussi les ascendants dont il faut s'occuper. Il ne faut pas oublier ça non plus. Et en fait, de leur dire, ben voilà, selon votre disponibilité au travail, on ne vous met pas à temps partiel, ce qui est redoutable au niveau des retraites. Par contre, on vous réduit vos objectifs et vos portefeuilles. Donc peut-être qu'ils auront une moindre augmentation, mais par contre, c'est sur un temps court. Mais ils se déplaceront plus à l'autre bout de la France, mais ils n'auront plus de portefeuille forcément important. Et quand ils seront revenus où ils disposeront plus de leur temps, là, ils pourront repartir sur d'autres portefeuilles. Mais du coup, ils ont constaté que les femmes qui quittaient beaucoup l'entreprise avant ne quittaient l'entreprise qu'au même rythme, comme les hommes, et pour les mêmes raisons, parce que besoin de carrière ou autre. Mais elles ne s'en allaient plus à cause de l'incompatibilité entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Il y en a d'autres qui sensibilisent leurs salariés au temps partiel. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre façon de travailler plutôt que de travailler 5 jours par semaine? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de cumuler les heures pour voir si on ne peut pas dégager un mercredi après-midi ou un mercredi matin ou un vendredi après-midi? Donc en fait, ça ne marche pas à chaque fois. Ce n'est pas possible dans tous les métiers. Mais ça vaut le coup quand même de se poser la question, et si on essayait différemment? C'est Cornelius Castoriadis qui disait « L'égalité n'est pas une réponse, c'est une nouvelle manière de se poser les questions ». Et là, on est en plein dedans, justement. Au niveau des demandes qu'on a, c'est aussi que l'entreprise se sorte le nez du nombril et ne s'adresse pas simplement aux collectivités ou autres pour des questions de réglementation, style permis de conduire, autorisation de stationner sur la chaussée ou je ne sais quoi. L'ancrage territorial, c'est justement aller voir sur son territoire quelles sont les associations avec lesquelles on peut travailler. Alors, ça va être la GFIP pour le handicap, ça va être l'autre cercle, par exemple, pour l'homosexualité. C'est comment est-ce que moi, entreprise qui ne connais pas ces sujets-là, je peux faire des partenariats avec des associations pour essayer de sensibiliser et changer les choses. Ça peut être aussi signé, il y a la charte de la parentalité, il existe plein d'outils. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a une boîte à outils, encore faut-il aller chercher dedans les bons outils. Il y a aussi la relation avec les fournisseurs et avec les usagers. C'est intéressant d'avoir une action dans son entreprise, mais c'est intéressant aussi de questionner ses fournisseurs. Et qu'est-ce que vous faites, vous, ou ses sous-traitants? Exemple, le nettoyage des locaux. J'étais très fière d'être dans la région qui a été porteuse du nettoyage des locaux en journée avec la Fédération des entreprises, la FEP Ouest, Fédération des entreprises de nettoyage de l'Ouest. Et ça a été maintenant une directive au niveau national dans la fonction publique pour faire le nettoyage en journée. Ça s'organise.
C'est pas anodin. Le nettoyage en journée, en fait, sont des plages très tôt le matin, ce qu'on appelle les horaires atypiques. Donc quand on me dit les femmes ne sont pas disponibles, ça me fait marrer. Elles travaillent très tôt le matin, très tard le soir, en dehors des horaires d'ouverture des locaux, que ce soit usine ou bureau. Et là, l'idée, c'était le nettoyage en journée, c'est que ce soit entre 7h et 19h. Ça permet de développer des temps plus complets. Ça permet aussi d'éviter le problème du travailleur isolé. Ça permet de faire des économies aussi à l'entreprise parce que finalement, elle n'allume pas et elle ne chauffe pas sur une plage horaire extrêmement étendue. Donc finalement, il y a des bénéfices pour tout le monde. Par contre, ça s'accompagne. Toujours pour revenir à la ville de Rennes, qui a été extrêmement moteur sur le sujet, eh bien, ils se sont rendus compte que avant, il n'y avait que des femmes dans ce service. Eh bien, finalement, ça a attiré les hommes. Et c'est très drôle, en fait, comme constat, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que d'améliorer les conditions de travail, de développer la formation, bref, de revaloriser un poste occupé majoritairement par des femmes, permet d'attirer des hommes. Donc là, il y a aussi des vraies pistes. Et inversement, attirer des hommes dans des métiers traditionnellement occupés, d'attirer des femmes par contre, traditionnellement occupées par des hommes, ça implique aussi une vraie sensibilisation. Parce qu'une enquête dans l'agroalimentaire a été faite en Bretagne et démontrait que le fait que des femmes arrivent dans une profession où il y a beaucoup d'hommes était pour eux pas forcément facile à vivre parce que ça dévalorisait toujours cette notion de virilité qu'on inculque constamment à nos chères têtes blondes. Et donc, en fait, le fait que des femmes arrivent dans une profession la dévalorisait. Il suffit de regarder les revenus qui restent encore confortables, mais néanmoins qui baissent, des médecins généralistes, des médecins du travail, des magistrats d'une façon générale. C'est assez drôle. À chaque fois que vous avez une profession qui devient occupée majoritairement ou de façon massive par des femmes, les salaires baissent. Alors, l'enseignement, de toute façon, ça a toujours été, je veux dire, à la limite, quand vous avez un homme dans une école maternelle ou primaire, c'est le roi du pétrole. Mais là aussi, on retrouve l'invisibilité des femmes au fur et à mesure où on monte dans l'université et au niveau des salaires également. Je suis entièrement d'accord. On le trouve dans beaucoup de sujets. Donc, pour revenir à mes relations avec les fournisseurs, on demande aux entreprises justement de les sensibiliser pour ne pas se dédouaner. On leur demande aussi d'informer leurs clients. C'est une sorte de mise en danger quelque part. C'est pas simplement de faire du gender washing en interne. Là, on l'affiche à l'extérieur. Donc, on leur dit aussi, pourquoi pas, de inciter à le faire. C'est très systémique, finalement. Et on a des clés de réussite, vraiment. Il faut, bien sûr, l'engagement en direction et des partenaires sociaux. Ça, c'est vraiment un outil de dialogue social énorme. C'est dommage que peut-être les syndicats n'emparent pas plus. Sachant qu'on m'a raconté aussi, dans les entreprises, les syndicats sont des organisations masculines comme les autres et il y a quelquefois des discussions un petit peu houleuses sur certains sujets entre membres d'un même syndicat au sein des entreprises. C'est normal, on a affaire à l'humain. C'est pas parce qu'on est syndicaliste qu'on maîtrise tous les sujets. Donc, on est formé, quand on est syndicaliste en général, à différents sujets, dont la lecture d'un bilan, dont, pourquoi pas, les conditions de travail, etc. Et on n'est pas formé à l'égalité. C'est dommage. Parce qu'il y a des vrais enjeux, comme vous avez pu le constater, ça touche l'ensemble des sujets de la société. Parce que là, je suis allée assez vite, on n'a qu'une heure, 1h15 ensemble, mais il faut savoir que l'influence de la vie professionnelle sur la vie privée est énorme. Et que l'impact que peut avoir le travail sur la vie privée est quand même à prendre en considération. Il n'y a pas de membrane imperméable entre les deux. Quand on a des hommes qui rentrent à 20h, 20h30 le soir, au bout d'un moment, ça peut poser souci. Nous, on a 1200 auditeurs qui bossent pour nous. Pendant un temps, je m'occupais de ce service. Je peux vous dire que je m'étais amusée. Ça m'avait tellement frappé de les voir tous divorcer que j'avais regardé un petit peu ce qui se passait. Et comme les gars, ils étaient toujours en déplacement à droite, à gauche, 3 jours par-ci, 5 jours par-là, des fois 1 mois par-ci, on casse les liens. On casse les liens avec la famille. Alors, on casse les liens avec son épouse ou son époux, mais on casse les liens avec les enfants. Et on se retrouve finalement dans ce qui existait dans les années 70, avec Monsieur Gagne-Pain et Madame Ayant Droit, où Monsieur ramenait le chèque à la fin du mois, et finalement, les liens qui sont importants dans l'enfance à créer pour essayer de traverser au mieux les turpitudes de l'adolescence, n'existaient pas. Donc finalement, on va voir après que ça pouvait poser de vrais soucis, et ça pose de vrais soucis aux hommes. On continue. Les démarches psychosociologiques, alors ça c'est un grand terme pour dire simplement que on n'instaure pas une démarche comme ça au forceps. Il est important que ce soit fait en partenariat avec les salariés.
La connaissance du sujet, pour éviter de vouloir mettre en place des actions pour que Wonder Woman puisse bien articuler ses temps de vie, mais finalement, on ne laissera pas le champ libre aux hommes pour mieux s'impliquer dans leur vie privée. Et puis, la communication, j'en ai parlé, et le benchmark. Alors, DRDFE, bien évidemment, source importante. Et là, vous avez une foule d'informations, mais qui tiennent la route sur Internet, que ce soit au niveau de l'ORS, que ce soit au niveau du défenseur des droits, que ce soit au niveau des associations comme FAS et IMS qui luttent contre toutes les discriminations, sur différents sujets. Pour voir toutes les définitions, par exemple, des 21 critères de la loi de lutte contre les discriminations, vous allez sur le site du défenseur des droits et vous savez exactement la différence entre identité sexuelle, orientation sexuelle, les mœurs, qu'on confond toujours un petit peu. Voilà, vous deviendrez des pros des définitions. Mais ça permettra de comprendre. Et comprendre, ça permet justement d'agir, d'où le titre de la conférence. Et il y a alors des avantages, bien évidemment, dans toutes ces démarches. D'abord, une responsabilité de l'entreprise envers ses salariés, c'est quand même pas anodin. Quand on voit le coût des accidents du travail. Il faut savoir que les accidents du travail ou les arrêts coûtent à l'entreprise, puisque ça fait comme le malus en cas d'accident, par rapport aux cotisations sociales qu'elles doivent payer. Et finalement, elle voit souvent le côté « Ah, j'ai un salarié qui n'est pas là, ça me coûte cher », mais ça lui coûte beaucoup plus cher. D'où l'intérêt de mettre en place des actions pour permettre d'éviter le stress au travail, le burn-out bien évidemment, et puis les accidents, l'impalpable se prévoit aussi. La professionnalisation des ressources humaines, un secteur qui coûte souvent dans l'entreprise, donc où il y a peu d'investissement, et pourtant sans l'humain, il n'y a pas vraiment de fonctionnement d'entreprise. Anticiper l'effet générationnel, c'est pas anodin. On est en plein départ en retraite des baby-boomers d'après-guerre. Et donc là, déjà en 2005, l'accord national interprofessionnel prévoyait 100 000 départs en retraite par an. 100 000. Si on ne prévoit pas un petit peu tout ça, on ne maîtrise pas les postes qui vont être vacants, d'où l'importance de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de savoir où sont ces compétences, déjà de définir les compétences nécessaires pour un poste, pas mal aussi, et pour pouvoir recruter. Et quand je vois des secteurs qui ne veulent pas recruter de femmes, moi je dis c'est dommage quand même de se priver de 50% des compétences françaises. C'est quand même pas anodin. Pour souvent des raisons anodines, type des toilettes dans les usines, hein, mais bon, voilà. Valoriser les compétences, donc là on est dans la valorisation de l'humain, et puis bien sûr, ça je l'ai dit, travailler sur les risques psychosociaux ou autres. Dialogue social, innovation sociale, la connaissance des besoins et attentes. Si on fait une diversification de ses salariés, eh bien on diversifie les points de vue. Exemple, dans une entreprise qui fabriquait des produits d'hygiène féminine, au niveau du comité de direction, il n'y avait que des hommes. Alors, je ne dis pas forcément qu'avoir des femmes serait mieux, mais quand on voit les études de McKinsey, de l'OCDE ou autres, qui montrent comment des entreprises avec cette diversification de profils, alors là je parle des hommes et des femmes, entendez derrière aussi, parce que les hommes et les femmes ne sont pas tous blancs, quadras, un peu comme on voudrait un peu le modèle. Entendez derrière aussi des couleurs de peau différentes, des parcours de vie différents, etc., etc. On est bien d'accord. Eh bien, la diversification des profils enrichit l'entreprise. Quand on recrute dans le même vivier les mêmes personnes qui sortent de la même école parce qu'on est allé dans cette école-là, finalement, on prend des clones. Où est l'innovation ? Où est l'innovation pour l'entreprise ? Et il y a même des entreprises qui peinent à recruter dans certains secteurs, même si on n'est pas en période de plein emploi. Et notamment en informatique sur Nantes, je travaille avec une association qui s'appelle ADN Ouest, et ils me disaient, nous on a été obligés de refuser certains marchés parce qu'on n'arrivait pas à recruter. C'est hallucinant quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a en France. Donc, c'est diversifié en travaillant vraiment sur ce sujet de l'égalité et de la diversité. On diversifie les viviers pour rechercher des salariés. On s'ouvre un petit peu plus en disant et pourquoi on n'essaierait pas ? On a quand même la période d'essai en France, c'est quand même pas mal. Donc en fait, c'est vraiment changer toute son approche par rapport à l'humain. Et puis bien sûr, la maîtrise des risques juridiques, économiques et en termes d'image. Il y a certaines entreprises à qui ça a coûté cher, notamment une entreprise d'intérim, qui avait fait une discrimination liée à l'origine et qui a perdu un énorme marché avec son client. Voilà, donc il y a quand même des enjeux économiques qui ne sont pas anodins. Il faut utiliser tous les leviers pour avancer.
Désavantage collectif, l'OCDE a fait voir que s'il y avait une vraie parité dans les sexes dans la participation au marché du travail, on gagnerait 0,4%. 0,4% par an. C'est énorme. C'est énorme. Et là, il y a une étude qui vient de sortir justement sur le coût des discriminations qui s'élèverait à plusieurs milliers, voire millions d'euros. Ça fait réfléchir. Et des avantages pour les hommes. Parce que là, je suis allée un peu vite, alors peut-être que vous avez pensé que j'étais un petit peu méchante avec les hommes. Moi, je dis que l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a l'homme dedans. Les hommes, il n'y en a pas qu'un. Et s'ils ne sont pas là, il n'y en aura pas, c'est clair. Et quand vous lisez ce tableau qui est extrait d'un livre qui vient de sortir, c'est un collectif qui a écrit ça sur justement la mixité, où ce sont des hommes qui ont été contributeurs. Et voilà ce qui a été dit. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la baisse du bien-être psychologique et même physique, ce n'est pas anodin. Il est en train d'émerger au niveau des maisons de retraite des témoignages justement de soignants, enfin plutôt soignantes d'ailleurs, qui montrent toute la détresse psychologique que peuvent avoir certains hommes à ne pas avoir été plus présents dans leur foyer. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ou d'avoir été trop impliqués dans leur travail. Et vous en avez même sans parler d'enfants, parce que ce n'est pas une obligation non plus d'en avoir, qui se retrouvent en retraite et qui finalement n'ont plus de vie sociale. Et là, ça fait un gouffre effrayant pour eux. Et c'est quand même à prendre en compte. Les autres, c'est quand même pas mal. Hein. La position de la responsabilité financière. Les gars, vous êtes des winners. Hein. Vous ramenez le gibier à la maison et après, tout le monde mange dessus. Et si vous n'en ramenez rien, c'est de votre faute si ça ne va pas. Je trouve extrêmement dangereux par les temps qui courent de tout miser sur une personne, que ce soit sur l'homme pour ramener le salaire ou sur la femme pour s'occuper de la maison. Une équipe qui gagne, c'est une équipe où tous les coéquipiers ont un rôle. Si tout repose sur une seule personne, le jour où elle s'écroule, chômage, maladie ou autre, c'est dramatique. C'est l'explosion de la cellule familiale. Des rapports plus distants avec le conjoint, je vous le disais tout à l'heure, hein, quand on n'est pas là à la maison, forcément ça se distend. Avec les enfants également. Et puis toujours cette pression de la réussite sociale. Souvent dans les... Enfin, moi, il y a un truc qui m'épate, c'est pas forcément comme ça au Japon ou autre. Au Japon, quand on vous voit pour la première fois, on vous demande dans quelle entreprise vous êtes. En France, on vous dit, tu fais quoi? C'est fou, hein? Alors si vous êtes au chômage, en général, vous n'avez plus personne autour de vous dans la minute qui suit. Conclusion. Je suis dans le timing à peu près. L'idée, en fait, c'est de passer du mode réflexe au mode réflexion. En gros, c'est de sortir de notre cerveau reptilien, qui est très utile pour conduire, parce que si on devait réfléchir pour conduire, il y aurait beaucoup d'accidents, mais qui devient handicapant quand il s'agit de réfléchir autrement. Et de se poser la question, à la limite, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Alors, dans les entreprises, ou les organisations, les associations sont concernées. Par exemple, moi j'étais responsable de la communication dans une association de musique. Et j'avais instauré, ça fait longtemps, hein, de donner à l'Assemblée générale les statistiques des participants dans tous les instruments, garçons ou filles. Il y en a que ça a surpris beaucoup, parce qu'on pensait que le piano était beaucoup pour les filles. Et bien chez nous, il y avait beaucoup de garçons au piano. Donc ça aussi, c'est rendre visible où sont les gens. Alors ce sont des petits trucs comme ça, mais ça peut être intéressant. Dans les clubs de foot, la ville de Suresnes, par exemple, demande maintenant à avoir des données sexuées. Ils financent les clubs sportifs, ils veulent savoir si, finalement, les politiques publiques ne deviennent pas discriminantes et si toutes les personnes, femmes et hommes, bénéficient, alors indirectement, de la même subvention. C'est très, très intéressant, ça. Les politiques publiques et le sexe, c'est un vrai bonheur. Donc au niveau collectif, on peut diffuser des messages, on peut mettre en place des process, c'est très bien, mais ça ne marchera pas si, au niveau individuel, chacun et chacune, on n'a pas d'action. Je vous le disais tout à l'heure, c'est difficile de changer ses croyances, ça l'est moins de changer ses comportements, c'est plus conscient. On se rend compte que finalement, on diffuse soi-même des stéréotypes. Vous savez, ah oui, je ne suis pas féministe, mais... D'accord. Ou, ah oui, mais les femmes... Non, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas des femmes. La journée de la femme. Alors là, la journée de la femme, quand je regarde dans cette population ce soir, je vois autant de femmes différentes qu'il y a de personnes. Donc c'est extrêmement important. C'est la journée internationale des droits des femmes. Il ne faut pas oublier quand même que
Il y a des femmes qui se battaient, ça date de la guerre de Russie, hein, quand même, pour arrêter ce massacre et qu'elles soient un peu plus considérées, que les mecs reviennent. C'est comme ça. Mais là, on a l'impression de croire que c'est simplement une affaire de féministes de haute classe. Du tout. Finalement, ça devrait être célébré comme l'armistice. Hein, c'est pas la fête des mères ou la fête des pères. Et briser le tabou, le déni, changer sa façon de parler. Les blagues sur les blondes, sympa les blagues sur les blondes. N'empêche que les blagues sur les blondes, quand vous avez toute la journée, au bout d'un moment, c'est pénible. Madame. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est extrêmement important. Dès qu'on se met, soit on fait l'effet miroir en mettant l'homme, soit on fait l'effet miroir en mettant le racisme en jeu dans son histoire, c'est vrai que ça interpelle quand même. Contrer sa peur, c'est pas parce que on va défendre quelqu'un parce qu'il y a des grosses blagues bien lourdes. Enfin, on a eu quand même quelques exemples cette année qui n'étaient pas des moindres sur le déni de certains comportements qu'on appelle gauloiserie française. C'est pas être, excusez-moi l'expression, je vais mettre des guillemets, c'est pas être cul-pincé que de s'élever contre ce genre de propos. C'est simplement prôner le respect de la personne. Développer le fair play, être visible en qualité d'allié. Alors ça, c'est important. Être témoin et ne rien dire, à la limite, c'est comme le dire. Méchant, hein. Mais si j'avais plusieurs personnes qui disaient, mais attends, c'est complètement préhistorique ton attitude là, faut changer. Peut-être que ça irait plus, qu'il y aurait plus de changements, plus de prise de conscience. Il y a une formation qui avait été faite dans une association d'aide au retour à l'emploi qui a le label l'égalité. Ils avaient fait justement une formation là-dessus, sur les comportements sexistes. Et les garçons ont pris conscience qu'ils avaient des comportements sexistes qui étaient complètement inconscients pour eux. Il n'y a pas une volonté de nuire non plus forcément. C'est la bonne blagounette. Sauf que la personne qui en est victime, souvent, ça peut avoir des conséquences assez terribles au niveau psychologique et santé. Et ils ont pris conscience de ça. Et donc maintenant, ils se sont surveillés. Dans un premier temps, pour changer d'habitude, ils sont obligés de se surveiller. Et après, ils ont acquis d'autres automatismes. Ça n'empêche pas les relations entre les personnes. On n'est pas aux États-Unis à garder la porte ouverte quand un homme et une femme sont dans un bureau. Mais c'est simplement avoir des relations d'égal à égal, de respect, tout simplement. Voilà. Et très souvent, alors j'aime beaucoup Christophe André qui est dans la psychologie positive, il fait beaucoup de bien cet homme-là. Et il dit, pour changer, l'important n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu fais. Ça s'appelle l'effort, parce que finalement on sait bien, mais on n'ose pas forcément. Et je terminerai avec une devise Shadok, histoire de détendre un peu l'atmosphère. En essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition. Alors, je prends tout, hein. Les questions, les remarques, les oppositions, il n'y a aucun problème. Sur les moyens de communiquer et qu'on pourrait parler en alternant le féminin et le masculin. Mais c'est peut-être un stéréotype. On nous rabâche que les règles de grammaire française font que le masculin l'emporte sur le féminin. Ah, je vous remercie beaucoup pour cette remarque, parce que j'ai pas eu le temps de la placer celle-là, mais je l'aime beaucoup. Parce qu'effectivement, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que le masculin l'emporte sur le féminin. Vous vous rendez compte la symbolique que ça donne, ça? C'est énorme. Et ça, c'est l'Académie française qui a instauré ça, alors qu'au XVIIe siècle, en fait, on apprenait même le français à partir du féminin. Et il est beaucoup plus facile d'apprendre le français à partir du féminin. Regardez, grand. Quand ils sont petits, on met un T, on met un D, on met rien. Si on part de grande, c'est plus facile. Le féminin l'emporte sur le masculin. Mais en fait, en français, il n'y a pas de neutre, contrairement à ce qu'on veut nous dire. Il y a un genre grammatical masculin et un genre grammatical féminin. Et si on met tout derrière un mot dit neutre, qui ne l'est pas, on gomme une partie de la population. J'oserais dire que tout cela, dans les textes, c'est un peu une burqa sémantique. Ce n'est pas interdit d'alterner le féminin et le masculin en jonglant
avec les termes génériques, comme je disais tout à l'heure. Oui. Alors, d'où l'intérêt, quand on fait des offres d'emploi ou des offres de stage, d'utiliser des noms et non pas des adjectifs, puisque l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Donc, voilà. Donc, il faut utiliser des noms, des tournures avec des verbes aussi. Verbe et nom, ça va très très bien. Mais on a une langue tellement riche, mais quel dommage de ne pas s'en servir. Molière se retournerait dans sa tombe, même s'il n'était pas forcément l'ami des femmes non plus. Quand on voit les précieuses ridicules, c'est pas génial. Il faut prendre dans chacun ce qui est bon. D'autres remarques ? Non, bonsoir. Donc moi, je voudrais vous faire part de 3 remarques, en fait, qui sont dues en partie à mon expérience professionnelle, mais aussi d'amis qui ont des enfants, qui ont fait tous des études, soit universitaires, écoles de commerce, ou grandes écoles de commerce, ingénieurs, ou grandes écoles d'ingénieurs. Bon, la plupart de leurs enfants, enfin ceux que je connais, travaillent actuellement à l'étranger, parce que d'abord, ils obtiennent un poste plus facilement, et compte tenu de la léthargie du marché français, ils s'expatrient, d'autant plus que les études s'internationalisent, donc ils ont fait tous des stages à l'étranger, et ils se retrouvent dans des pays anglo-saxons, alors en dehors de la Chine, sauf excepté la Chine, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. Ils arrivent à obtenir des postes qui sont beaucoup plus importants et de façon plus rapide et beaucoup plus important que s'ils étaient restés en France, où ils auraient attendu 5 ou 10 ans. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième concerne donc, je dirais, les études hommes et femmes, mais en particulier des femmes. Moi, je connais des femmes qui ont fait HEC, l'ESSEC, et qui restent à la maison, qui, après avoir fait de longues études, se retrouvent à la maison pour élever leurs enfants. Donc, même si elles peuvent, grâce au télétravail, faire un peu de consulting à distance ou travailler pour leur entreprise. Et j'ai aussi l'expérience, je me rappelle un soir, ça m'avait marqué d'ailleurs, je rentrais avec le PDG d'une entreprise, il me raccompagnait chez moi puisque c'était sur la même route, et il me dit, on rentrait, il était 21h30, et il me dit, je suis content de rentrer chez moi à cette heure-ci parce que je vais voir enfin mon fils avant qu'il ne se couche. Donc ce genre de situation, cette réflexion m'a un peu marqué. Donc je souhaiterais avoir votre avis sur cette culture dans les pays anglo-saxons et aussi le fait que beaucoup de femmes restent à la maison et on dit oui, pour élever les enfants, mais j'ai une amie qui travaille dans un lycée UP à Paris, puisque moi j'ai fait toute ma carrière à Paris, mes études à Paris, qui me disait parfois j'ai des enfants au lycée qui viennent me voir, elle était assistante sociale, des jeunes filles qui étaient anorexiques, qui devenaient anorexiques, ou des jeunes qui avaient des enfants, et leurs parents étaient tous les 2 cadres supérieurs, ils ne voyaient jamais leurs parents, ils étaient confiés à une nounou, et effectivement, ces enfants, ils se retrouvaient tout seuls dans un grand appartement. Et ils craquaient un peu, quoi, parce que leurs parents, un était tout le temps en déplacement, l'autre était de par le monde, naturellement, et vice-versa. Et ça posait des problèmes pour l'éducation des enfants. Alors lorsqu'on dit, oui, ce stéréotype, les femmes à la maison, je pense pas que ici même, toutes les personnes ne verraient que partiellement leurs parents tout au long de leur jeunesse. Je penserais que ça poserait des problèmes psychologiques pour l'enfant. C'est ce qui se passe pour certains enfants dans des familles, c'est vrai, de cadres supérieurs, entre autres. Enfin, c'est le milieu que j'ai connu, moi, en ce qui me concerne. Alors, vous abordez énormément de sujets dans ce que vous venez de dire. Alors, pour reprendre les jeunes qui partent à l'étranger, c'est vrai qu'il y a un vrai souci. Il y a une vraie discrimination en France où on ne fait pas confiance aux jeunes.
Quand je vois toutes les études, voilà, pareil, en termes de clones, les jeunes, c'est sympa. Là, et hop, là, tout le monde dans les XY, là, bientôt on va être à Z, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que la réflexion que vous faites, moi je l'ai constaté aussi, toute cette fuite des cerveaux que l'on a, parce que maintenant avec les programmes Erasmus ou autres, nos jeunes partent voir ce qui se passe à l'étranger, puis ils se rendent compte qu'à l'étranger, notamment dans les pays que vous avez cités, c'est un petit peu plus facile d'y arriver. C'est pas très facile, mais disons que par rapport à la France, c'est vrai qu'il y a un vrai souci. Ah mais oui. Mais on a de très bonnes formations en France. Hein. On attire d'ailleurs sur nos formations là-dessus. On forme de très bonnes personnes. Le souci, c'est qu'après, on ne les recrute pas dans les entreprises. Il y a un vrai frein là-dessus. Et alors, ça a un coût aussi. Ça a un coût aussi, les femmes qui restent à la maison pour garder les enfants. Alors, qu'on soit bien clair. Je n'ai aucun problème avec les femmes qui restent à la maison garder leurs enfants. La seule chose qui m'interpelle, c'est de voir que les hommes ne font pas le même choix. Et que, à la limite, quand vous me dites qu'il y a des cadres supérieurs qui bossent tout le temps, qui ne rentrent pas chez eux, et que ce monsieur rentre chez lui à 21h30, pourquoi il a fait des enfants? À la limite, on peut faire des choix de vie aussi. Non, mais attendez, la question est là. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, parce que là, on rentre dans de la psychologie de comptoir. Moi, ça m'interpelle. Je me dis, on fait des enfants, c'est pas pour être aliéné, mais c'est pas non plus pour les laisser tout seuls à la maison. Après, ce sont des choix. Alors, dans tout là-dedans, ce qui est sous-jacent, c'est aussi ces pressions qu'on met sur la réussite sociale, sur le pouvoir que l'on a, alors pas forcément des pouvoirs en termes de décision régalienne, mais par rapport à le pouvoir dans les entreprises ou autres. Il y a des vrais sujets là-dessus. Ils ne les font pas tout seuls. Hein. Non, mais attendez, L'autre jour, on m'a parlé de l'explosion démographique de l'homme. Je sais tout bien, seul, il ne va pas aller je loin. vais prendre un exemple qui est actuel. Le gouvernement, tous les gouvernements, mais particulièrement en ce moment, disent créez votre propre entreprise. Croyez-vous que les jeunes entrepreneurs font 8 heures par jour, qu'ils soient hommes ou femmes? Croyez-vous? Moi, je l'ai vécu, j'ai travaillé dans des startups à Paris, et j'étais l'adjoint direct, puisque j'étais l'adjoint de direction de PDG ou autre. J'ai vu ces jeunes entrepreneurs, alors, ils faisaient loin des 8 heures, ils étaient à 21h, 22h au bureau, et pourtant, ils n'avaient pratiquement pas le choix, quoi. Parce que déjà au départ, certains, mais ça je l'ai vu à côté, ils se payaient un salaire de misère, déjà, au détriment, alors que leurs salariés étaient bien payés, mais ils assuraient la continuité de leur entreprise, pour promouvoir leur entreprise, pour la développer en France dans un premier temps, et éventuellement à l'international. Excusez-moi, on ne va pas continuer trop longtemps, Voilà. parce que je pense qu'il y a d'autres... Mais c'est leur choix. Qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? C'est leur choix. Il ne faut plus être entrepreneur, alors. Mais c'est leur choix. Là, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi. C'est leur choix. Moi, ils passent 21h sur 24 à travailler. C'est leur choix. Oui, là, on mélange pas tout. Hein. Vous avez parlé d'un... Excusez-moi, je voulais juste terminer sur un truc. Pardonnez, je reviens à vous. Parce que par rapport, pareil, aux femmes ingénieures qui restent à la maison, pourquoi pas, là aussi. Par contre, là, je me pose la question sur le vrai choix par rapport à la pression sociale. Et au coût que ça représente finalement, là aussi, excusez-moi de devenir mercantile, mais c'est malheureusement le sujet qui parle. Ces femmes, finalement, sont ayant droit de leur mari puisqu'elles ne travaillent pas. Et c'est Dominique Méda qui expliquait ça très très bien, qui expliquait que finalement, une femme de cadre qui ne travaille pas toute sa vie, études ou pas études, hein, la question n'est pas là, gagnera plus en retraite, enfin au global, entre la pension de réversion et autres, qu'une femme ouvrière qui a gagné le SMIC toute sa vie. Et elle poussait même le calcul à dire qu'un homme qui épouse sa femme de ménage fait baisser le PIB de la France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de salaire, alors que ça procure de la richesse. C'était juste une petite boutade pour terminer. Voilà. Pardon, Oh, joli coup, Baron, joli. À vous. Donc, vous avez insisté au début de votre présentation et tout au long de votre présentation sur l'importance de la sémantique et du vocabulaire. Du coup, je m'interroge sur votre utilisation du terme de sexe plutôt que de genre. Ah bien. Tout à fait.
Le sexe est biologique. Celui-là, ça ne change pas. Le genre, ce sont toutes les constructions sociales. D'accord ? Voilà, moi je le vois comme... Enfin, je le vois, non, c'est pas moi qui le vois, je n'ai pas cette prétention. C'est la définition qui est donnée. Alors après, mais là on va peut-être rentrer dans un peu de technique, il y en a on peut parler de genre aussi. Il y a des discours un peu plus poussés sur le genre, quand ce sont les queers qui parlent, quand ce sont aussi les transgenres, quand on a aussi toutes les homosexuels ou autres. Mais le genre, finalement, quand on regarde, pour venir sur les homosexuels... Ah non. Ah non, 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 du tout. Ah non, 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 non. Ah non, non. Par contre, pour rester sur l'homosexualité, on constate, c'est là où c'est hallucinant, c'est que une femme homosexuelle sera moins discriminée, je dis moins, je n'ai pas dit pas, hein, d'accord, qu'un homme homosexuel. C'est hallucinant. Pourquoi ? Parce que dans nos représentations, l'homme homosexuel se rapproche du modèle de la femme et la femme homosexuelle se virilise, ce qui est une énorme ânerie, on est bien d'accord. Mais c'est ce qu'on constate au niveau des stats dans les entreprises aussi. C'était juste pour rebondir sur ce qu'on dit. Alors, j'ai dit les deux au cours de ma conférence. Il y a indicateurs sexués parce qu'on mesure des personnes en fonction de leur sexe. Là, on mesure les femmes et les hommes. Dans une entreprise, on ne peut pas aller sur le queer et sur le transgenre. C'est trop compliqué, dans un premier temps. Même si, moi j'ai travaillé avec la LGBT et tout là-dessus, on fait des réunions d'information auxquelles je participe avec FAS et IMS. Mais déjà, si on arrivait un peu à stabiliser sur d'autres, parce que là, en plus, ça fait appel à l'intime. On ne peut pas mesurer les gens. On ne peut pas leur demander de se déclarer homosexuels ou transgenres ou autre. C'est impossible en entreprise. Là, on est sur l'intime des personnes. Ça fait partie des choses qu'on ne mesure pas, tout comme les origines. On est d'accord ? Après, on ne peut pas le mesurer de façon mathématique. On peut l'évaluer sur la perception. Mais là, on est dans le qualitatif. Mais j'entends ce que vous dites. Mais là, c'est un peu trop tôt encore pour partir à la mesure. La différence entre le mathématique et... C'est ça qui vous dérange ? Oui, c'est-à-dire, vous voulez dire qu'on fait référence qu'au modèle hétéro ? Non, qu'aux femmes et aux hommes, dans le côté sexe. Oui, oui. On ne peut pas, enfin, actuellement, je comprends ce que vous dites, mais on ne peut pas actuellement le faire dans les entreprises. C'est pas qu'ils sont pas mûrs, qu'ils sont pas autres, c'est que ça oblige des gens à déclarer leur... Oui. Ah non, on ne peut pas parler d'indicateurs genrés. Ah bah, non, on ne peut pas. Ah non, parce que ça serait faux, puisqu'on ne prendra pas en compte les personnes selon leur genre, on prend les personnes en compte selon leur sexe. Le genre, ce sont des constructions sociales. D'accord ? Dans ce sens-là, ok ? Oh, c'était technique, là. Mais c'est technique, hein, le sujet, ceci dit. Alors, par contre, juste en attendant la prochaine question, en termes de pratique dans les entreprises, il y a Haute-Paris qui était allé assez loin déjà en 2007 en proposant le congé paternité, enfin dit paternité, au conjoint homosexuel ou à la conjointe homosexuelle. Alors là, je veux dire, ils avaient fait fort. Et maintenant, alors ils parlaient déjà de parents et non pas de père et de mère. Ce qui maintenant est une obligation dans les textes. On ne peut pas donner un congé paternité simplement à un homme. On doit prendre en compte aussi, enfin les entreprises doivent prendre en compte l'homosexualité dans leur fonctionnement. Alors là, c'est sport. Hein. Mais il suffit de changer les termes. La loi d'ailleurs est très bien faite là-dessus. Hein. Elle prend le terme de parent. Voilà, c'est pas compliqué. 1970, bien qu'on la trouve encore dans les formulaires de l'éducation nationale. Donc ce que je règle régulièrement en disant
responsable légal ou autorité parentale partagée. Enfin, je trouve toujours une formule selon l'inspiration. Voilà. Mais vous savez, hein, ce sont des petits trucs comme ça. Alors, je suis un peu poil à gratter. Mais je fais le colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri. Ben voilà, moi je fais le colibri. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un jour il y a le feu dans une forêt et tous les animaux sortent de la forêt. Et à côté de la forêt, il y a un lac. Et tout d'un coup, des gros animaux voient un petit colibri, hop, qui va dans le lac, qui prend de l'eau dans son bec et qui va la mettre dans la forêt. Et là, il n'arrête pas. Vraiment, les gros lui disent « Mais t'es gentil, Coco, mais ça sert à rien ce que tu fais. » Et en fait, il dit « Peut-être, mais moi je fais ma part. » Donc voilà, alors j'espère au cours de cette séance, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne l'osent pas, et pour ceux qui le font, bah, continuez, allez-y, osez. Parlez haut et clair. Attendez. Bon, moi, je vais parler très simplement des sexes dans le cadre de ce qu'on étudie, enfin de ce qu'on fait en ce moment. Je pense que dans la génétique, il y a une différence, puisqu'il y a XX, XY, et que, par exemple, les femmes ont un cœur plus petit, en général, que celui des hommes. Il y a ainsi quelques différences. Et j'ai appris récemment que dans la recherche médicale, on faisait la recherche toujours à partir des cas des hommes. Oui. Voilà, et que ça posait quand même problème dans les traitements que l'on propose aux femmes, qui seront adaptés aux hommes, et quelquefois posent problème par la différence justement de génétique. Alors, vous avez raison, et les symptômes ne sont pas forcément les mêmes, ce qui pose un vrai problème, notamment au niveau des crises cardiaques. Je voudrais juste préciser que deux choses. D'abord, effectivement, couramment, et je ne dirais pas toujours, les femmes sont XX et les hommes XY. Néanmoins, chaque année, il naît des enfants qui ne sont pas comme ça. Voilà, il faut le savoir. Qui sont peut-être avec des XX, mais qui à l'extérieur peuvent avoir un sexe masculin, et inversement, il faut le savoir. Et vous en avez même deux qui naissent avec les deux sexes. Bonjour le dilemme pour choisir lequel. Ça va être sympa aussi pour les parents. Je voulais juste dire aussi, et ça c'est un petit clin d'œil, il faut toujours un peu faire un petit clin d'œil, c'est que d'une façon générale, comme je le disais, nous les femmes sommes XX et les hommes XY. Donc finalement, dans le courant du fonctionnement, qui choisit le sexe de l'enfant qui naît? Vous avez deux chromosomes qui s'associent dans l'ovule. D'accord? Réfléchissez. Attendez, on va juste terminer là-dessus, après je vous donne la parole. Donc, qui choisit finalement, qui détermine le sexe de l'enfant, dans l'absolu? Ouais. Donc, quand on dit à une mère, t'es pas capable d'avoir un fils, et Dieu sait si des reines, des princesses ont eu des soucis avec ça, dire c'est juste une petite boutade. Madame. Et les bébés sont tous, avant la naissance, jusqu'à je ne sais plus quel moment de la gestation, sont tous filles, tous les singes et les hommes. Ça doit pas être possible parce que ça. Oui. Y a-t-il un généticien dans la salle? J'ai eu Catherine Vidal, neurobiologiste, et d'autres comme enseignante en master. Là, ce que vous me dites, ça m'interpelle beaucoup et je ne pense pas que ce soit tout à fait juste. Effectivement, que le sexe se détermine plus tard par rapport au mois, j'entends, mais lors de la méiose, au départ, c'est pas possible ce que vous dites. J'étais encore jamais allée dans la génétique en parlant d'égalité professionnelle. C'est extraordinaire quand même. Comment vous dire? Il existe des labels dans d'autres pays, beaucoup sur le salaire.
il y en a en Suisse, il y en a en Italie, il y en a un européen aussi qui existe, mais qui n'est pas vraiment très développé. Disons qu'il n'y a pas un pays, même les pays nordiques, qui sont absolument extra. Il y avait le lobby européen des femmes qui avait commencé à faire un travail de récupérer dans chaque pays de très bonnes pratiques. Ça a été la lutte contre les violences en Espagne, ça a été effectivement d'autres points dans certains pays, mais vous n'avez pas un pays qui est extraordinaire. Même nos amis nordiques, où on dit c'est extraordinaire, c'est pas forcément si extraordinaire que ça. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Non, non, pas Cocorico. Vous avez vu où on est là? Vous plaisantez ou quoi? Vous allez l'afficher dans votre bureau, ce machin-là, hein, c'est pas possible. Non, disons qu'on a beaucoup de lois en France, mais par contre, il y a l'accès aux services, éducation, ok. Mais par contre, derrière, au niveau professionnel... Mais moi, je refuse d'être simplement dans le constat des inégalités qui peuvent exister, que ce soit au niveau des seniors, des juniors, des personnes de couleur, du handicap. Non. Dire là, à ce moment-là, on arrête tout de suite, quoi. Non, on peut faire des choses. C'est long, c'est un peu Don Quichotte qui part contre les moulins, je l'entends, mais il y a quand même des belles actions. Voilà, et moi, je me nourris de ça de temps en temps quand ça va pas. Quand je déprime. Est-ce que dans l'esprit des gens, lorsqu'il y aura autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça donnera l'impression qu'on a vraiment avancé en France? Alors, je ne suis pas dans la tête des gens, mais déjà, vous avez des gens qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir de femmes à l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle à l'Assemblée nationale. Aussi. Oui. Mais y compris des élus actuellement en poste, on est bien d'accord. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce que, moi je vois, alors je connais moins le côté politique, je vais vous parler plutôt du monde de l'entreprise, mais on peut faire des parallèles pour les instances de pouvoir. C'est pas parce qu'on a une femme à un poste de pouvoir qu'il y aura de l'égalité derrière. Attention, les femmes sont des êtres humains comme les autres, pétris aussi de représentation, et pour peu qu'on tombe sur une femme bourdon, alors définition de la femme bourdon, je vous explique. La femme bourdon est un être humain dans une plastique de femme, mais avec les travers de certains hommes. Et celles-là, ce sont terribles. Ce sont des êtres redoutables et malfaisants pour les autres femmes. Vous avez même qui ne veulent surtout pas que d'autres arrivent au même niveau de pouvoir qu'elles. D'accord? Parce qu'elles en ont tellement bavé pour y être qu'elles n'ont pas eu envie d'avoir ouvert la voie nord pour arriver au sommet. C'est pas anodin, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, il ne faut pas généraliser. C'est pas parce qu'on a aussi une femme à un poste de pouvoir que ça va être une véritable, pardonnez-moi le terme, pourriture avec les autres. Okay ? Donc il n'y a pas de généralité. On a des êtres humains et on a des êtres humains avec leurs histoires. Mais ce serait bien qu'il y en ait un peu plus quand même. Tiens, pourquoi pas ? Vous savez quand même qu'on a des instances dirigeantes qui ne sont pas représentatives de la population. Et même le pire, c'est que on parle de la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme. Vous savez qu'Olympe de Gouges avait écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Parce que finalement, au niveau de la Révolution française, la loi salique a été conservée. La loi salique étant l'héritage pour l'aîné mâle. Donc même s'il y avait une fille avant, c'est le deuxième garçon qui héritait. Et cette loi salique, elle est toujours représentée au plafond du petit salon de l'Assemblée nationale. Œuvre d'art. Excusez-moi. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, le parallèle professionnel versus politique. Bon, je n'ai pas l'impression d'être une femme bourdon, mais effectivement, je vois beaucoup de femmes de ce genre-là, même si on ne peut pas parler de genre autour de moi. Quand on parle de la représentation justement au Sénat et à l'Assemblée nationale, il est vrai qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Il y a aussi
donc tous les Français qui ne sont pas représentés, puisque à la proportionnelle, ben, vous n'avez pas, quand vous êtes une présidentielle ou une législative, tout le monde n'est pas représenté. Ça se limite souvent à 3 partis. Donc les Français, non, ne sont absolument pas représentés. Je voulais revenir sur justement une remarque que vous avez faite. C'est pas parce qu'il y a des femmes élues que forcément ça va mieux après. Il y a eu un parallèle qui a été fait, et inversement, il y a un parallèle qui a été fait dernièrement, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur les États-Unis justement. Quand Barack Obama a été élu, moi la première, j'étais fière que qu'il y ait un premier président noir, et il n'y a jamais eu autant de regain d'actes racistes aux États-Unis, et un chercheur américain faisait le parallèle avec la possible élection d'Hillary Clinton en disant que ça allait faire ressortir aussi la haine envers les femmes de pouvoir aux États-Unis, parce que c'est vrai que Barack Obama, quand il est arrivé, il y a eu le Tea Party. Enfin, c'est des mouvements d'extrême droite aux États-Unis. Enfin, c'est pas le FN, hein, c'est le Ku Klux Klan. Enfin, oui. C'est très lourd. Hein. Donc, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, justement, le paradoxe qu'il existe entre plus la femme monte en responsabilité et plus ça peut exacerber de haine et de comportements haineux, justement. J'en suis pas persuadée. Essayons. Ah, moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Non, mais le parallèle, justement, que pouvait faire ce chercheur. Écoutez, c'est un chercheur, je ne vais pas avoir la prétention de démonter son hypothèse. Moi, je dis essayons, tentons, on verra bien. Par contre, ce que vous dites par rapport à ça, c'est qu'il y a eu au Québec, notamment, je connais mieux le Québec, au Québec, beaucoup de mouvements féministes, et il y a eu quand même énormément de choses qui ont été faites. Là-bas, je dis elle, c'est pas vrai, elle et il, parce qu'il y a des hommes féministes aussi. Et en fait, il y a eu du coup la création du masculinisme, qui n'est pas pour la défense des hommes, mais là qui est pour la supériorité des hommes. Alors le féminisme, je vous rappelle, ce n'est pas partir le couteau entre les dents pour émasculer les hommes, on est d'accord ? Contrairement à ce que vont nous faire entendre, c'est effectivement une partie des féministes, mais ce n'est pas la majorité. Le féminisme, c'est tout simplement, et tout humaniste devrait être féministe finalement, c'est remettre au même niveau les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie. Voilà. Donc c'est pas partir à 180. Enfin, maintenant, il y a plusieurs définitions de féminisme. Alors, on en discutait tout à l'heure avec Maurice. Moi, les côtés universalisme, etc., c'est un peu compliqué pour moi parce que finalement, il y a des choses dans tous les trucs qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas. Donc, quand on était en master, on nous avait posé cette question. J'avais trouvé que cette intervention de Natacha Henry, qui a écrit plusieurs livres, je ne sais pas si vous la connaissez, dont Le paternalisme lubrique ou Les mecs lourds avec les hommes de pouvoir dans les élus, eh bien, elle nous avait posé cette question. Et c'était assez intéressant de se faire cette introspection en disant, mais finalement, pour moi, en me dégageant de tout ce qu'il y a autour, c'est quoi le féminisme ? Donc finalement, si vous êtes là ce soir, quelque part, c'est que vous êtes tous aussi féministes. À vous de vous faire votre définition. Pourquoi finalement vous venez là ce soir ? À moi de poser les questions. Par curiosité ? Pour essayer de faire. Je ne m'arrête pas forcément à ces notions de misogynie. Nous, on travaille sur Moi, je suis indépendantiste kabyle. On est en train de travailler sur des projets pilotes dans des territoires d'origine depuis au moins 1830, lorsque les Français sont arrivés. Et la particularité, si on prend, il y a un chiffre qui est ressorti, qui émane des propos même de la ministre de l'Éducation en Algérie, qui établissait que 65% des diplômés en Algérie étaient des femmes, mais qu'elles n'étaient que 15% finalement à travailler. Et la question pour nous, c'est ce projet indépendantiste, c'est un projet de préservation finalement, notamment culturelle. Et c'est vrai qu'on a une façon de vivre, on a des valeurs qui nous sont propres, et on réfléchit à changer aussi la situation de la femme, puisqu'on est sur un système très patriarcal. Et c'est compliqué. C'est vrai que sur la notion d'égalité, on ne s'est pas arrêté. On était plus pour la notion d'équité, de donner les moyens à quiconque, quel que soit finalement, qu'elle soit un homme ou une femme, de telle manière à ce qu'elle puisse quelque part s'approprier cette possibilité qui leur est offerte, de telle manière à pouvoir actionner selon qu'elle le souhaite.
Donc la difficulté, pour moi, c'est la difficulté de normaliser. Parce que quelque part, le fait de normaliser, c'est le fait finalement, c'est le fait quelque part, pour moi, d'imposer quelque chose de presque officiel à des individus. Et nous, on est sur un système de démocratie directe où chacune des personnes participe à la prise de décision. Et ça, donc il n'y a pas cette délégation du pouvoir telle que ça existe en France, parce que de façon générale, on va voter pour un élu, etc. Et après, de façon générale, les prises de position qu'il prendra ne seront pas forcément représentatives finalement de la diversité de la population. Et c'est vrai que nous, ce qui est intéressant dans ce projet de démocratie directe, c'est de donner la possibilité à chacune des personnes, qu'elles soient des femmes ou des hommes, de pouvoir donner son avis, de pouvoir décider pour elle-même et pour les autres. Et donc la question après, c'est la normalisation, l'officialisation. Est-ce que quelque part, c'est pas parce qu'il est écrit dans les textes de loi qu'il est interdit de tuer qu'on ne tue plus? Donc c'est vrai que pour moi, c'est un changement culturel. C'est vraiment un changement culturel qu'il faudrait pouvoir engendrer. Mais sur cette question comme sur d'autres questions. Mais c'est vrai que nous, on y réfléchit beaucoup. Et c'est une question qui est très ardue en fait, parce qu'on n'arrive pas, même les femmes, on n'arrive pas à trouver ne serait-ce qu'une définition générique qui permettrait finalement de pouvoir laisser la porte ouverte à quiconque et à ce que chacun puisse finalement faire le choix de sa vie sans que ça soit trop contraignant au niveau finalement de la façon dont on l'a défini, et on ne l'a pas défini encore. Hein, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est un enjeu pour nous qui est fondamental, parce qu'on se rend compte que de façon générale, ce sont les femmes qui détiennent le plus de savoir, le plus de compétences par rapport aux hommes. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse au revenu de base aussi, parce que pour nous, finalement, une mère de famille, nous, on considère que la culture kabyle, elle est portée, elle est transmise par les femmes, et que ça, il faut le rétribuer financièrement. Donc, c'est quand même c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense, en fait, en réalité. C'est pas parce qu'on établit, finalement, des règles que... Alors, quand vous parlez de normes, vous parlez de quoi? Des lois? Normalisation, c'est-à-dire la normalisation, c'est le fait de vouloir... c'est le fait de vouloir normer, c'est le fait, éventuellement, de... Là, c'est pas une norme, hein. Alors, on va distinguer, on va refaire, voilà. Je vais juste terminer, sur ce que vous dites, je trouve ça extrêmement intéressant. On a certaines problématiques communes, notamment sur comment laisser le choix de vie aux gens. On a le même problème ici. Alors, on a moins de contraintes, mais on en a, mais on a quand même ça. Quel choix de vie a la personne qui naît, finalement, par rapport à des pressions sociales? C'est différent, mais finalement, on a des pressions sociales. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je discutais justement avec... J'étais en mission en Tunisie et au Maroc ce mois-ci. Et je ne peux pas m'empêcher, évidemment, d'aborder ce sujet-là avec mes interlocuteurs et interlocutrices. Et c'est vrai qu'il y a des vrais soucis, mais finalement, un point commun que l'on a, c'est comment faire que chaque personne, elle a envie d'être à temps partiel, elle se met à temps partiel, elle a envie de rester chez elle, elle se met chez elle, qu'elle soit femme ou homme. Et c'est extrêmement compliqué. Maintenant, par rapport aux normes. Alors, les normes AFNOR, qui sont faites de façon collégiale, ce sont des normes volontaires. Il n'y en a que 3% qui sont obligatoires, parce que c'est l'État qui le décide. C'est la différence entre normalisation et réglementation. D'accord ? Le label, c'était simplement des objectifs qui sont donnés, un peu un fil rouge, pour que des gens réfléchissent à eux de mettre les moyens en place. Voilà, c'est juste pour remettre un petit peu ça. Mais bon travail.